Ok, bah alors on commence. Bonjour à tous. Alors, c'est toujours un peu perturbant parce que je ne vois pas tout le monde, qu'une seule partie, mais bon. Donc, en fait, vous êtes bien à la conférence qui va donc, parler de l'accompagnement social en matière d'habitat. Donc, vous êtes au bon endroit. Et donc, en fait, peut-être que vous ne connaissez pas tous le festival Habitools et l'émission donc d'Habitools, qui est de rassembler donc des outils pédagogiques en lien avec l'habitat pour sensibiliser le public donc à mieux habiter. Et il favorise aussi les échanges entre les travailleurs sociaux. Donc là, cette année, c'est un peu particulier parce que bon, voilà, ça se fait en Zoom. Donc d'habitude, les 2 dernières années, ça s'est fait en direct. Donc là, on innove cette année en Zoom. Et cette année, donc la thématique donc, est l'insalubrité dans les logements. Et il y a toute une série de conférences qui ont déjà été présentées. Il y en a encore demain sur les outils, mais aussi sur les photos. Enfin, il y a une expo photo à la Fonderie qui se tient jusqu'au 27 juin. Et pour la visiter, en fait, il y a des visites qui sont organisées et il faut s'inscrire sur le site d'Habitools ou le site du RBDH. Voilà. Juste aussi vous dire que la session va être enregistrée et qu'on peut retrouver les enregistrements par après sur le site d'Habitat et Rénovation et Habitools aussi, ou seulement Habitools. Oui, c'est pas sur le site d'Habitat. Voilà. Je me fais avoir à chaque fois. Donc sur Habitools uniquement. Voilà, donc je vais céder la parole donc à Anne-Catherine et à Estelle qui vont présenter. Juste aussi pour vous dire, s'il y a des questions, comme on est comme on est nombreux, ça serait bien de pouvoir utiliser le chat et alors on va regarder vos questions et on les posera à la fin de la présentation. Et alors, du coup, mais là, je vois qu'en tout cas, tout le monde a bien fermé son micro. Donc, je vous cède la parole. Estelle, Anne-Catherine, c'est à vous. Eh bien, bonjour. Donc, bonjour à tout le monde. Moi non plus, je ne vois pas tout le monde, donc voilà. Mais c'est chouette que vous gardiez quand même vos caméras allumées parce que je trouve que c'est plus sympa de voir des visages que juste des noms inscrits, sauf pour ceux qui ont une connexion un peu limitée. Et donc voilà, coupez votre caméra, vous aurez moins de bugs. Ça, c'est pour le côté plus pratique des Zooms. Alors, donc, moi, je suis coordinatrice à l'ASBL Reloja, qui est une association de promotion du logement située sur Charleroi. Et donc, c'est avec ma responsable Anne-Catherine Rizzo, elle est la directrice, qu'on va vous faire une petite présentation sur l'accompagnement social en logement. Je vais partager mon écran. On vous a préparé un petit PowerPoint et des petites vidéos. Donc, voilà. Et donc, voilà, comme présentation, on vous a mis un bref descriptif. Donc, le logement est-il le levier de l'accompagnement social ou est-ce l'inverse? Ce qui est sûr, c'est que l'accompagnement dans et par en matière d'habitat relève de compétences et de connaissances sociales et techniques. Accompagner des publics à domicile, c'est entrer dans leur intimité, leur vie privée et avec une vision 360 sur ce qui compose leur quotidien. Donc, on va vous faire une présentation quand même relativement générale avec quelques points de précision sur l'accompagnement social en logement. Mais pour commencer… Alors Estelle, est-ce que tu sais mettre ton PowerPoint en pleine image? Tu vois, on a avec la colonne… Je ne l'ai pas mis tout de suite parce que je dois… Mais c'est parce que je dois mettre la vidéo en premier. Ah, excuse-moi. Donc, je n'ai pas fait… Voilà. C'était un peu volontaire. Ça m'étonnait de toi, c'est pour ça que je perdais. On voit le nouveau partage? Oui? Oui. Voilà. Je vais partager avec l'audio. Voilà.
et vous mettre la vidéo. Se loger est un besoin et un droit fondamental pour se déployer vers le monde. En effet, avoir un logement décent est nécessaire pour obtenir un emploi, pour développer une vie sociale en accueillant sa famille, ses amis chez soi. C'est aussi un abri confortable qui nous aide à rester en bonne santé. Bref, quand on a un chez-soi, on peut s'épanouir professionnellement et socialement. Cependant, habiter ne va pas de soi pour certains ménages en situation de précarité. De fait, la précarité peut compliquer l'accès, le maintien et la stabilisation de ces ménages dans leur logement. C'est là que nous intervenons. Nous sommes les associations de promotion du logement, les APL. Nous agissons pour l'insertion sociale de ces ménages par l'habitat. Nous proposons toutes un accompagnement social adapté aux besoins de chaque ménage. Certains d'entre nous mettent à disposition des logements, qu'il s'agisse de logements dont nous sommes propriétaires ou que nous gérons pour le compte d'un propriétaire public ou privé, ou encore de logements au sein desquels nous pratiquons un accompagnement sans contrat ni convention liée à la brique. Nous offrons une assistance administrative, technique et juridique qui peut être individuelle, par exemple, durant des permanences, ou collective en proposant des ateliers, des animations ou des séances d'information sur le logement. Nous réalisons également des projets innovants. Ce qui fait notre force, c'est notre diversité et notre capacité à créer de nombreux partenariats pour répondre aux besoins locaux. Nous nous sommes réunis au sein d'une fédération, le Rassemblement des associations de promotion du logement, le RAPEL. Le RAPEL, c'est nous! Retrouvez nos APL membres situés sur le territoire wallon. Voilà. Donc, une brève présentation de notre secteur, du secteur dans lequel on travaille. Donc, vous l'aurez entendu, on a 3 axes de travail. C'est l'accompagnement social en logement, donc vraiment dans le logement, l'accompagnement technique, administratif et administratif, et le développement de projets innovants. Donc, les CLT, on est les CLT, les habitats, le bail glissant, tout ça. Ah, c'est remis en route tout seul. Ne croyez pas que les maisons de disques cherchent des gens hyper talentueux. Non, ils cherchent surtout d'abord des gens gérables. D'abord, ils cherchent des gens gérables, parce qu'à quoi sert d'avoir quelqu'un qui est hyper talentueux et qui va se suicider la semaine suivante, hein? C'est vrai, ça arrive quand même souvent. Donc... Voilà, super. Oui, merci YouTube. Ça s'est remis en route. Ça s'est remis en route tout seul. Voilà. Merci YouTube. Et donc, vous pourrez trouver, au niveau du rappel, il y a toute une série de formations qui sont données sur l'accompagnement social en logement, sur l'accompagnement technico-social, sur l'accompagnement avec des publics spécifiques, santé mentale, toxicomanie. Ah, voilà, il y a différentes formations qui sont données, donc vous allez consulter le site de rappel aussi pour voir est-ce qu'il y a près de chez vous une association de promotion du logement avec qui vous pourriez collaborer, puisque toute une série d'associations de promotion du logement ont du logement pour des publics prioritairement en état de précarité. Estelle, sur un projet. Estelle, je me permets de t'interrompre parce que visiblement, il y en a plusieurs qui se plaignent de ton ton. Donc, je ne sais pas si moi, on m'entend mieux. Si c'est... Ah ouais, j'aurais dû prendre un autre PC. Donc, visiblement, il va falloir qu'on... Est-ce que moi, vous m'entendez de manière plus stable? Oui. Oui, ok. Oui, donc, je vais demander à Estelle de bouger. Et Alors, est-ce que je pense qu'Estelle a une mauvaise connexion, même l'image, elle bloque. Mais son image est figée, oui. je vais désactiver mon son, mais je vais voir pour changer de PC entre eux alors. est-ce que moi, je sais bouger le PowerPoint? Non. C'est toi le partager. Je vais peut-être essayer, moi, arrête de partager. Voilà. Et je vais essayer de, moi, vous le partager. Comme ça, je vais continuer pendant qu'Estelle se déplace. Bon, alors, attention, là, on va rigoler parce que c'est moi qui suis à la manœuvre. Attends, oui, et j'ai le PowerPoint. Mais je ne l'ai pas mis sur mon bureau, évidemment. Il est où, Estelle, le PowerPoint? Attends, on t'entend pas, ton micro est coupé. Je ne l'ai pas? Par mail. Ah oui, c'est d'accord, pas de souci. Okay, par mail, dans tes mails. Donc, je vais faire comme ça. Ici.
Vive la technologie, c'est super toujours ce machin. Voilà, hop, hop. Voilà. Je vais voir pour le partager. Partager. Voilà. Hop. Diaporama. Voilà. Donc, je me déconnecte et je change de PC. Voilà, je continue. Donc, je vais prendre un peu la partie d'Estelle. Je vais le commencer pour pas qu'on perde de temps. Comme ça, Estelle sait aller se reconnecter de notre côté. Voilà, alors, au niveau de l'habitat, c'est vrai que pour vous qui êtes travailleurs certainement du secteur, ça vous semble une évidence, mais pour la plupart des gens, habiter, ça va de soi. Trouver un logement, y entrer, se stabiliser et s'approprier un logement, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que pour toute une série de gens, ben, ça pose problème. Et donc, l'idée, c'est d'aider ces personnes à pouvoir entrer, se stabiliser dans le logement et y rester. Il y en a certains qui ont encore l'illusion que le sans-abrisme va pouvoir être éradiqué juste avec la présence de logement. Ben, oui, c'est un préalable qui est absolument indispensable d'avoir des logements décents pour pouvoir continuer à avancer, mais ça ne suffit pas. Et donc, nous, le public cible des associations de promotion du logement, c'est les personnes en précarité qui cumulent un certain nombre de difficultés qui sont sociales, économiques, culturelles, administratives et de santé. Et l'idée, c'est au travers du logement qui est un outil et grâce à l'accompagnement, c'est de permettre à ces personnes d'y accéder, d'y demeurer, de s'approprier, de faire vraiment de ce logement un nid, de pouvoir s'y poser et s'y stabiliser. Ce que beaucoup de gens remarquent dans les maisons d'accueil notamment ou quand on s'occupe de pouvoir mettre en logement des personnes qui sortent de la rue, mais pas uniquement. Il y a des personnes, nous on a un projet jeunes où on voit que les jeunes ont à peine 18 ans et ont connu dans leur vie plus d'une vingtaine de déménagements avec expulsion, etc. On voit que ce phénomène peut devenir vite récurrent et un mécanisme. Et donc, habiter ne va pas de soi. C'est vraiment quelque chose qui est lié à un apprentissage, à une histoire. Et donc, l'accompagnement doit y aider. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, j'aime beaucoup cette phrase qui est d'un philosophe de Namur, qui dit que habiter, c'est un lieu où je peux me retirer du monde, où je peux me reconstruire comme sujet, un lieu d'hospitalité pour accueillir l'intersubjectivité. Donc, ça veut dire je fais le choix chez moi d'accueillir d'autres personnes et un lieu à partir duquel je peux me redéployer au monde. Et donc, c'est vrai que on constate de plus en plus que le logement est indispensable pour toute une sorte d'autres domaines, que ce soit la santé. On a bien vu avec la politique de la santé où on remplit de plus en plus vite les gens chez eux, la santé mentale, l'aide à la jeunesse, les assuétudes. Le logement est un préalable indispensable parce que c'est grâce au logement qu'on peut en fait être bien avec soi, bien dans sa tête, pouvoir accueillir d'autres personnes. C'est chez moi que je fais le choix d'accueillir certaines personnes et c'est là aussi que je peux me replier, fermer les rideaux et me ressourcer. Et c'est là qu'à partir de là, parce que j'ai de la sécurité, que je peux me redéployer au monde, donc commencer à m'insérer, à faire une formation, à trouver un emploi, etc. Donc ça, c'est vraiment un préalable indispensable. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'accompagnement social en matière de logement, d'habitat? Je préfère le mot habitat à logement. C'est l'objet même de l'accompagnement, c'est-à-dire l'habitat. Parce que l'habitat, c'est une notion, quand on regarde l'étymologie du mot habitat,
ben, c'est un habit. Et donc, il y a deux facettes dans le mot habitat qui est là. C'est un côté l'intimité. Mon logement, c'est ma deuxième peau. C'est là où je suis moi-même. Je peux être en pyjama, je fais ce que je veux et je ne suis pas soumis au regard des autres. Donc, c'est vraiment mon lieu d'intimité. Et en même temps, c'est la deuxième facette de l'habitat qui fait partie aussi de notre métier. C'est un espace normé. Donc, ça veut dire qu'on n'habite pas en Belgique n'importe comment. Il y a toutes ces discussions sur une obligation liée au logement. Ben oui, on a des normes de salubrité. Un logement est considéré salubre sous certaines conditions. Il est considéré sécurisé sous certaines conditions. On a bien vu toutes les discussions qu'on a sur l'habitat léger, par exemple, les superficies habitables. En Belgique, un logement salubre n'est pas le même que dans d'autres pays d'Europe ou du monde. Et donc, on a une façon d'habiter en Belgique, c'est normé. Et dans ce cadre-là, il faut pouvoir apprendre ces normes, les faire respecter le mieux possible en lien avec la personne dont on s'occupe. Mais en tout cas, nous, on est aussi les garants de ces normes et on doit être dans cette information par rapport à ces normes. Et donc, l'accompagnement social, il va avoir cette double fonction, c'est-à-dire d'un côté, on va être avec la personne et son intimité. Donc, ce n'est pas la même chose d'aller chez les gens, de rentrer dans l'intimité des gens, d'y toucher, que recevoir quelqu'un dans son bureau. Ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Il faut déjà avoir l'autorisation de rentrer. L'accompagnement social, c'est sur base volontaire. Souvent, ce n'est pas une contrainte. On n'est pas souvent des organismes mandatés. Donc, il faut que les personnes nous autorisent à rentrer dans cette intimité. Cette intimité, elle va être source de beaucoup d'informations. C'est vrai que je peux dire plein de choses dans une permanence dans un bureau. Et puis, au cœur d'un logement qui a des problèmes d'insalubrité, où la personne, on voit bien qu'elle est en souffrance parce que le logement, on voit qu'il est encombré, on voit qu'il y a une façon d'habiter qui est significative de certaines choses. Je pense au syndrome de Diogène, par exemple, on voit tous ces gens qui stockent énormément dans leur habitat. On peut sentir… Donc, ce logement va être source d'informations sur le bien-être ou le mal-être de certaines personnes. Parfois, c'est dans l'autre sens, on sent des gens complètement rigides qui ne supportent pas qu'on déplace une tasse chez eux. Enfin, donc, ce lieu est vraiment source d'information et lieu d'intimité. Et donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir travailler. Et en même temps, on a toutes des informations au niveau de la norme liée à l'espace et à l'habitat. Et ça fait partie aussi de cet aspect normatif que dans l'accompagnement social, on va pouvoir informer et donner toutes les indications pour que la personne fasse sa gestion non plus en bon père de famille, puisque vous savez que depuis avril 2021, on ne parle plus de bon père de famille, mais de personnes prudentes et raisonnables. Et donc, il faut gérer ce logement-là d'une certaine manière. Et donc, ça fait partie de l'accompagnement parce que si la personne ne respecte pas ces normes-là, ou il y a des problèmes de ce côté-là, elle risque de perdre son logement et donc de ne pas pouvoir continuer à l'occuper, surtout principalement dans le cadre des personnes précaires qui sont souvent en location, en occupation précaire. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce travail-là, c'est qu'on peut utiliser l'un pour l'autre aussi. C'est que c'est souvent, quand on a certains problèmes avec des personnes sur certains aspects, en travaillant certains aspects de leur logement, ça peut avoir une influence sur leur intimité et vice-versa. Donc, parfois, pouvoir, par le technique du logement, repeindre un logement, l'aider à ranger ce logement, on sent que la personne peut avoir vraiment une influence au niveau de son bien-être personnel. Donc, il y a vraiment des liens systémiques comme ça qui se font entre le logement, la norme et la personne. C'est ça qui est intéressant aussi de pouvoir travailler dans la suite. Voilà, je suis revenue et j'espère que cette fois, ça va aller jusqu'au bout. Alors, souvent, la personne, elle arrive avec, oui, il y a cette problématique logement, mais il y a toute une série d'autres problèmes qui sont là, avec des nœuds qui sont à démêler. Donc, on arrive avec un gros paquet et puis, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce gros paquet. C'est toi qui gères le PowerPoint. Ah oui, c'est moi qui gère le PowerPoint. Ah oui, excuse-moi.
Complètement. Et puis, maintenant que tu étais revenu, je ne m'occupais plus de rien. C'est exceptionnel. Alors, donc pour accompagner, ben, voilà, faut tenir compte de différents paramètres quand on rencontre la personne. Il y a effectivement ben, son parcours logement. Donc, est-ce que c'est une personne qui a déjà eu 1, 2, 3, 4, 5, 10 déménagements ou est-ce qu'elle n'en a jamais eu? Est-ce qu'elle a déjà vécu seule ou pas? Est-ce qu'elle sort d'un parcours institutionnel? Est-ce qu'elle a été en maison d'accueil? Est-ce qu'elle est en sortie de prison? Enfin, voilà. Donc, tout ça sont des paramètres dont il faut impérativement tenir compte parce que ça aura une influence sur l'accompagnement et sur ben, sa stabilisation dans le logement par la suite, son appropriation et sa stabilisation. Donc, ça, ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Il faut aussi, ben, au-delà de ça, c'est voir ben, quel est son parcours de vie. Est-ce que souvent, ce sont des personnes qui ont très peu de confiance en eux-mêmes, très peu d'estime d'eux-mêmes, pas qu'ils n'en ont jamais eu, mais peut-être qu'ils l'ont perdu de par une histoire de vie particulière. Donc, ce n'est pas qu'ils n'en ont pas les compétences, ce n'est pas qu'ils n'ont pas les ressources, mais c'est que parfois, elles sont juste enfouies un petit peu là-bas derrière et il faut juste arriver à trouver les moyens pour pouvoir les remonter et redonner ainsi de l'estime de soi à la personne. Parce que les compétences, il y en a certains qui les ont, mais qui ont juste oublié qu'ils les avaient. Donc, voilà. Et puis, ben, c'est en discutant avec la personne, justement, de son parcours de vie, de son parcours logement, qu'on peut nous mettre en lumière des compétences qu'ils ont eues par le passé et pourquoi avant tu y arrivais et maintenant tu n'y arrives plus. Donc, si tu y arrives avant, il y a des possibilités toujours que tu puisses le faire maintenant. Certains ont déjà vécu en logement, ont déjà vécu en autonomie et puis, ben, par un accident de vie, se retrouvent dans une spirale de sans-abrisme, de maison d'accueil, alors qu'auparavant, tout allait bien. Et donc, il y a toujours cette possibilité, c'est de leur montrer par des petits objectifs à atteindre comment y arriver. Donc, tout ça sont des choses auxquelles nous, en tant que travailleurs, on doit garder toujours à l'œil. Quel est le réseau de la personne? Est-ce qu'elle a un réseau ou pas? Si elle n'en a pas, ben, comment construire avec elle, se reconstruire un nouveau réseau avec, au départ, peut-être de notre propre réseau institutionnel. Et puis, ben, après, le réseau institutionnel fait que la personne va pouvoir acquérir un nouveau réseau plus intime, plus dans l'intimité, de par des activités, de par une formation, de par voilà, un suivi thérapeutique collectif. Ou, voilà, ce sont des petites choses comme ça qui peuvent permettre à la personne de récupérer, de retrouver un nouveau réseau et du coup, de se sentir bien là où elle est. Voilà, ici, maintenant, comment je suis, comment je me sens pour plus tard. Alors, ce dont Estelle vous a parlé, c'est surtout des aspects qui sont liés à la personne, son histoire de vie, son parcours, qui elle est. Et puis, le point 3, c'est plutôt ce qui est de votre ressort à vous, de votre posture de travailleur social. Ça veut dire que il faut d'abord être très, très attentif à la rencontre avec cette personne, à votre ouverture d'esprit, à votre approche de cette personne, qui souvent a un parcours aussi, que ce soit institutionnel ou social, aussi avec plein de gens rencontrés, avec des bonnes et des mauvaises expériences, avec parfois aussi des peurs, des craintes, le fait aussi de ne pas oser se livrer, se dévoiler. Et donc, il y a aussi une manière d'être dans cette rencontre avec cette personne-là et donc d'utiliser, j'aime bien le mot, on dit apprivoiser, hein, apprivoiser la personne, mais aussi de voir, et ça c'est ce qui nous appartient en tout cas, c'est de pouvoir se former un maximum pour essayer de développer un maximum d'outils qui vont permettre d'aller à la rencontre parce que vous êtes informés, vous êtes formés et vous développez des techniques d'approche qui vous permettent
le plus possible d'aller à la rencontre, dans une vraie rencontre à l'autre personne. Donc, par exemple, on parle aussi en analyse transactionnelle des portes d'entrée privilégiées ou des portes piégées. C'est vrai qu'une personne, elle est unique, elle a un mode de fonctionnement qui n'est peut-être pas le vôtre. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître certains aspects. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, on parle de plus en plus des neurosciences et de tout ce qui est les découvertes liées aux neurosciences, comme les intelligences collectives ou multiples. Ça veut dire que, ben oui, il y a des personnes qui ont des différents types d'intelligence. Malheureusement, trop malheureusement, l'école ne développe pas tous ces types d'intelligence. On est souvent dans des logiques d'intelligence qui sont plutôt logico-mathématiques, verbales. Il y en a de plus en plus dans notre public qui sont plus kinesthésiques, qui sont plus émotionnels, interpersonnels, intrapersonnels. Et donc, c'est important de voir aussi qu'est-ce qui marche avec la personne. Ce qui a l'air logique pour vous ne l'a peut-être pas l'air du tout avec l'autre personne. Et c'est intéressant de pouvoir développer plusieurs sortes d'outils pour essayer d'être le mieux compris, le mieux dans la rencontre avec l'autre personne. Il y a aussi le fait qu'il y a certaines personnes qui vont plus faire des choses parce que elle va être dans l'affectivité. Et donc, elle va dire, écoute, ce que tu me racontes là, ça ne me parle pas, mais pour te faire plaisir, je vais le faire. Voilà. Combien de fois rappelons-nous aussi dans nos parcours, il y a des choses qu'on a fait parce que la personne, on l'aimait bien. Et on l'a d'abord fait parce qu'on l'aimait bien, l'autre personne, et absolument pas parce qu'on en était convaincu ou parce que ça avait l'air très intéressant. Donc, il y a quand même cette relation. Il y en a certains on va se dire, ben voilà, si je le fais avec toi, si tu viens avec moi, est-ce qu'on le fait? Et donc, il y a ce côté-là qui est important. Il y en a certains qui vont être très attentifs au cadre. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ce que tu me dis est juste? Le rapport à la justice aussi. Est-ce que c'est dans mes droits, mes devoirs? Est-ce qu'il y a une convention? Il y a quelque chose, on parle beaucoup de contractualisation. La contractualisation, ce qui a des fois l'avantage aussi, c'est de formaliser ce que moi je vais faire en tant qu'accompagnant, ce que toi tu vas faire et que la relation soit équilibrée. Et toi, tu travailles, mais moi aussi. Et ça permet de mettre les choses au clair. Donc ça, c'est intéressant aussi parfois d'utiliser ce genre d'outils. Il est aussi intéressant de voir si vous êtes cerveau droit ou cerveau gauche. Je fais souvent le test avec mes travailleurs ou les personnes dont on s'occupe. Je ne sais pas si dans le chat, on le voit, je l'avais mis en tout premier. Il y a un petit lien. Si vous allez sur Google et que vous tapez cerveau gauche, cerveau droit, test de la danseuse, vous verrez tout à fait quel type de cerveau vous avez. Alors, on est bien au clair, et ça, il y a quand même des études qui le démontrent, c'est pas qu'on n'ait qu'un type de cerveau. Hein. Donc, ça veut dire, le cerveau droit, c'est plus ce qui est intuitif, aléatoire, irrationnel, synthétique. Le cerveau gauche est plus ce qui est logique, séquentiel, rationnel, analytique et objectif. L'école est cerveau gauche. On développe énormément des techniques d'apprentissage cerveau gauche. Et ce que les études démontrent maintenant, c'est que les jeunes sont de plus en plus cerveau droit. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de décrochage scolaire parce que ce n'est pas le même style. Par exemple, pour vite vous donner, celui qui a conçu Apple, Steve Jobs, vous voyez les iPhones, eh bien, tout ça, c'est intuitif. Il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Si vous cherchez un mode d'emploi pour savoir comment il faut utiliser un iPhone, ben, bon courage. Mais par contre, vous testez, vous machin, et vous découvrez comment les choses fonctionnent, plus par l'expérience que par quelque chose qu'on vous explique de manière séquencée, par procédure, comme un cours de maths ou un cours de français. Et ça, c'est intéressant parce que si vous êtes quelqu'un qui continuellement expliquait les choses par des objectifs, par séquence, de manière très, très raisonnable et logique, ben, la personne de l'autre côté risque peut-être de ne pas comprendre parce qu'elle n'est pas du tout dans cette logique-là et qu'elle est beaucoup plus dans un fonctionnement en patchwork que dans un fonctionnement complètement logique et traditionnel. Et donc,
tous ces outils sont intéressants. Savoir qu'un cerveau se forme jusqu'à 25 ans, c'est important. Si vous travaillez avec des jeunes de 18-25 ans, c'est quand même important de savoir que le cerveau temporal, qui est celui qui vous donne la capacité de programmer les choses, de les organiser dans le temps, ben c'est la dernière phase du cerveau qui se développe. Donc, un jeune, souvent, c'est maintenant, tout de suite, et demain, je m'en fous, j'en ai rien à faire, ça ne me concerne pas, je n'ai pas de vision là-dessus. Ça se développera à la fin. Et il y en a certains peut-être qui se développent encore à 60 ans. Hein. Donc, voilà, je veux dire, il y a quand même des choses aussi au niveau du développement du cerveau qui est intéressant de savoir pour aussi dans l'approche des gens qu'on puisse les connaître. Alors, quelque chose aussi qui est très important pour nos personnes, vous savez, on parle beaucoup, enfin souvent de la pyramide de Maslow des besoins. Moi, c'est une pyramide pour laquelle j'ai un petit peu du mal, parce que l'idée, c'est que je remplis les besoins du bas pour aller vers le haut. Alors, on se dit toujours, mais pourquoi les gens préfèrent acheter un iPhone plutôt que de payer leur loyer? Hein, si c'était si logique que soit de remplir un peu les besoins par la base vers le haut, il y a des trucs qui sont quand même pas très logiques. Pourquoi je suis capable de donner ma vie pour quelqu'un? Ça n'a pas de sens non plus. Donc, je suis pas toujours convaincue par la pyramide Maslow. Moi, j'aime beaucoup la présentation des besoins de Jean-Pierre Pourtois, qui est un psychologue, pédagogue montois. Qui a développé plutôt cette approche des 12 besoins de manière systémique et c'est intéressant parce qu'il donne différentes dimensions dans les besoins. On a tous des besoins affectifs qui sont très, très importants dans notre public parce qu'ils sont souvent blessés et meurtris. C'est les besoins d'attachement, d'acceptation, d'investissement. Est-ce qu'un jour, j'ai eu des parents qui se sont attachés à moi, qui m'ont accepté tel que je suis, qui ont investi dans mon avenir, oui ou non? Quand on sait que beaucoup des personnes dont on s'occupe ont des grands parcours dans l'aide et la protection de la jeunesse, c'est interpellant. Il y a tout ce qui est la dimension sociale de communication, de considération, de structuration. Toutes les dimensions cognitives, de stimulation. Est-ce qu'on a stimulé mes apprentissages? Est-ce qu'on m'a permis de découvrir, d'expérimenter? Je dis toujours, Mozart n'aurait jamais été Mozart si son père ne lui avait pas donné un violon. Hein. C'est la base ou la base, mais c'est quand même comme ça. Et donc, est-ce qu'on m'a aidé à renforcer des apprentissages? Est-ce qu'on m'a appris ce qui était le bien, le bon? Est-ce qu'on m'a appris ce que c'était le vrai, le beau, l'esthétique, l'art, la culture? Est-ce qu'on m'a appris tout ça? Est-ce qu'on m'a nourri dans ma jeunesse par rapport à ça? Et donc, tous ces besoins ont besoin d'être nourris pour le développement personnel et la confiance en soi de la personne. Et ce qui est chouette dans cette dimension un peu systémique des choses, c'est que quand vous nourrissez un des ensembles par un effet de vase communicant, ça nourrit les autres. Et donc, si vous développez avec votre public de la reconnaissance, des activités positives, si vous lui permettez de rencontrer d'autres personnes, d'apprendre des choses, ben, ça va nourrir tout son développement à soi et tous ces besoins-là qui sont si importants pour que la personne puisse vraiment retravailler sa confiance en soi. Et donc, travailler sur ces aspects-là, c'est quand même fort important. On va y revenir par la suite. Alors, ben, voilà. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir. C'est quand j'ai lu Frédéric Lenoir. Je vous invite vraiment à le lire. C'est un bouquin de 2020. Hein, donc, dans un monde imprévisible, c'est sorti pendant le Covid. Donc, voilà. Et lui-même parlait beaucoup en tant que philosophe du fait qu'il n'était pas non plus convaincu par la pyramide de Maslow, mais beaucoup plus par une autre manière de voir la façon de gérer les besoins. Et donc, où il remet en évidence toute l'importance de l'appartenance et de la reconnaissance qui est aussi importante que les besoins physiologiques et de sécurité. Et on l'a encore vu ces derniers mois, où le fait de savoir qu'on avait des gens qui pensent à soi, c'était aussi important que boire et manger. Nous, on a bien vu, je ne sais pas vous de votre côté, mais nous, pendant le Covid, on a énormément utilisé le téléphone pour rentrer en contact avec les gens. On a encore été voir, ben, pour les gens, c'était aussi important que pouvoir boire ou manger ou se sentir en sécurité. Estelle, ton micro.
Voilà, avec mon micro, c'est mieux. Donc, l'important, c'est d'être à côté de la personne, d'être avec elle. C'est important, comme on vient de le voir, de tenir compte des besoins de la personne. Quels sont, elle, ses besoins, quelles sont ses envies à elle, en dehors de ceux que nous demande la société. Voilà, qu'est-ce qui, elle, va lui permettre de se sentir bien, comment elle veut être accompagnée, parce que voilà, si on n'est pas dans une obligation d'accompagnement, c'est comment elle veut être accompagnée. Donc, et vers où elle veut aller, quels sont ses objectifs à elle, comment elle va les atteindre, et en lui mettant des grands objectifs, la personne se met souvent des grands objectifs de vie. Enfin voilà, on se projette, on peut parfois se projeter très loin et parfois pas du tout. Et donc, c'est quand on ne sait pas se projeter, qu'est-ce que demain on peut faire, qu'est-ce qu'après-demain on peut faire dans une semaine, et puis dans un mois, qu'est-ce que tu peux faire? Et voilà, c'est de pouvoir la guider, être avec elle. On est des guides. Après, comment le faire? C'est avec le développement de tous ces outils que nous-mêmes, en tant que travailleurs, on va acquérir. Et c'est voilà, essayer d'utiliser ces outils, de tester. Voilà, on ne sait pas toujours à l'avance quel outil va fonctionner avec telle ou telle personne. Et donc, plus on a d'outils, comme on le disait précédemment, plus on a d'outils en magasin, plus on aura cette possibilité de pouvoir trouver le bon outil qui conviendra à cette personne-là et peut-être pas à une autre. Et comment dénouer tous ces nœuds? Quel chemin prendre? Il faut avoir une vision globale. Et donc, avoir un accompagnement, essayer de faire vraiment un accompagnement, ce qu'on appelle un accompagnement 360 degrés. Donc, en tenant compte de la personne dans sa globalité. Sa globalité, souvent, au départ, on les voit, c'est pour une problématique de logement. Et puis, en fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et c'est en grattant un petit peu qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que le logement qui est problématique, que si elle a un parcours logement et qu'elle arrive chez nous avec cette problématique, c'est que derrière, il y a d'autres choses, bien souvent. Sinon, en règle générale, s'il n'y a qu'une problématique logement, elle n'arrive pas jusqu'à nos bureaux. Elles n'arrivent pas jusque chez nous et la solution logement, elles la trouvent par elles-mêmes parce qu'ils ont un réseau, parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils ont les compétences, parce qu'ils ont les finances. Enfin, voilà. Donc, ils n'arrivent pas chez nous. Et donc, il faut essayer de voir de manière globale la situation de la personne, comment on peut l'aider. Donc, de manière transversale, quelles sont ses difficultés, quels sont ses manques, quels sont ses besoins. Pouvoir mettre en lumière leurs compétences en faisant régulièrement des bilans. Donc, ils se mettent des petits objectifs, faire des bilans. Faire des bilans permet de montrer à la personne aussi qu'elle arrive à atteindre ses objectifs, qu'elle est capable de, et donc de lui redonner ainsi confiance en elle-même, de pouvoir faire les choses par elle-même ou avec l'aide, et que ce n'est pas... c'est pas péjoratif d'avoir besoin d'aide. On a tous besoin à un moment donné d'un coup de main, que ce soit elle ou même nous en tant que travailleurs. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on est travailleur, c'est pas parce qu'on n'a pas le parcours de vie que la personne a qu'on n'a jamais besoin d'aide. Je pense que c'est important de leur donner cet aspect-là, que tout le monde à un moment donné de sa vie peut avoir besoin de ce coup de main. Les objectifs, c'est sûr qu'ils doivent être clairs et réalisables et qu'ils doivent tenir compte des besoins de la personne, de ses ressources, de son réseau. C'est important de pouvoir travailler, voilà, nous on travaille sur le terrain, mais c'est important aussi de pouvoir donner le cadre, mais de dire aussi que parfois le cadre ne correspond pas aux situations des personnes, et donc de pouvoir remonter des situations de terrain qui font que la législation ou le cadre n'est pas en cohérence avec ce que vivent les gens. Enfin, voilà, que des solutions sont difficilement parfois trouvables à cause du cadre que la société nous impose et impose aux personnes. Enfin, voilà, tout le monde n'est pas en capacité de travailler, par exemple. Enfin, je pense que tout le monde n'a pas ces compétences. Il y en a qui ne travailleront peut-être jamais de leur vie parce que voilà, ils ont une santé mentale qui est trop fragile ou une santé physique. Voilà, ils n'ont pas. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont incompétents,
n'ont pas des compétences et qui ne peuvent pas apporter quelque chose à la société. Non, c'est rien. Il faut donc pouvoir avoir dans les outils ce qui va permettre aussi de travailler sur cette globalité. Il y a la contractualisation. Maintenant, moi, j'aime pas beaucoup le terme contrat d'accompagnement. J'aime mieux le terme convention d'accompagnement. Je trouve que la convention donne moins ce terme d'obligation, puisqu'un contrat, voilà, ça lie vraiment une personne à une autre. Que la convention, voilà, elle peut être revue, elle peut être négociable, elle peut être… voilà, c'est moins cet aspect un peu au départ moins péjoratif et moins contraignant pour la personne. Donc, ça n'a l'air que d'être un terme au départ, mais je pense que c'est un terme qui peut être important pour les gens, et de dire que cet accompagnement, c'est elle qui décide où on va. C'est la personne qui va décider où on va, comment on va aller avec elle. C'est nous qui allons avec elle, en fait. Ce n'est pas elle qui vient avec nous, c'est nous qui allons avec la personne. Alors, aussi dans ce qu'on a au niveau de du parcours de la personne, tout à l'heure, je vous présentais les besoins qui sont abîmés. Parfois, c'est juste abîmé, parfois, c'est beaucoup plus que ça. On a des personnes qui sont blessées, on a des personnes qui ont connu des traumatismes dans leur parcours de vie. On a quand même des personnes avec des histoires de vie très, très lourdes. Ce qui est intéressant pour nous en tant que travailleurs sociaux, c'est surtout depuis l'apprentissage de tous ces travaux sur la résilience, c'est que c'est quand même toujours un peu rassurant, tant pour nous, tant pour les personnes, de savoir que dans la vie, rien n'est jamais foutu, rien n'est jamais perdu, qu'il y a toujours moyen pour la personne d'être en résilience. Et dans cette résilience, ce qui est intéressant, quand vous lisez les travaux qui ont été menés par Boris Cyrulnik, principalement en France, qui se base aussi sur les théories de l'attachement de Bowlby, mais Cyrulnik, avec cette résilience, qu'est-ce qu'il dit beaucoup dans ses livres? Quand on regarde les parcours de vie de personnes qui s'en sont sorties, c'est au démarrage, il y a une rencontre. Il y a la rencontre avec une personne qui va poser un regard avec, j'aime bien, je pousse un peu loin le bouchon peut-être, mais où il y a de l'amour, où il y a de l'affectivité, où il y a une reconnaissance, où il y a quelqu'un qui juge que je ne suis pas cuit, qu'il y a encore des moyens de s'en sortir, qui croit en moi, qui m'investit. Vous vous rappelez la fameuse bulle de l'affectivité. Cette personne croit en moi, croit en mon potentiel, montre que j'ai des ressources, que j'ai des compétences, me les met en évidence, et ça, c'est quand même fort, fort important. Et cette personne qui croit en moi, elle a peut-être un petit peu plus d'énergie que moi au démarrage. Elle me fait croire que c'est possible. Et donc, c'est dans cette rencontre-là, dans cette juste proximité. Vous savez, les travailleurs sociaux, ils parlent toujours de la juste distance. Je trouve que c'est un terme qui est un peu dépassé. J'ai plus envie de parler de la juste proximité avec les personnes. Quand on parle d'accompagnement, dans le mot latin, accompagnement, c'est compagno. C'est l'idée que je mange mon pain avec quelqu'un. Je mange mon pain avec quelqu'un. Et pour manger mon pain avec quelqu'un, je ne suis quand même pas à 10 km, donc je suis quand même dans cette juste proximité. Et donc, il y a vraiment cette idée que je suis à côté d'elle. Et donc, pour être à côté de quelqu'un, il faut qu'on sente qu'il y a quand même cette proximité. Sinon, on n'y arrive pas. Et donc, c'est cette personne qui va investir ma bulle d'affectivité, de croire en moi, de montrer mes compétences et de montrer ce dont je suis capable, qui va me donner l'énergie et nous renourrir dans mes besoins abîmés, ces besoins-là de base, pour m'aider à pouvoir remonter la pente. Et donc, vous, travailleurs sociaux, ces personnes qui, sur le chemin, peuvent me donner, me nourrir mes besoins abîmés et me redonner confiance en moi. C'est des petites choses.
mais c'est important pour la personne qui a subi des traumatismes. Alors, j'aime bien aussi faire attention de montrer que la résilience, ce n'est pas, comme on le verra dans d'autres trucs, il ne faut pas confondre résilience avec d'autres concepts qui sont ceux de la désistance. Il y a des personnes qui décident d'arrêter les choses, de ne plus avancer. Et voilà, ça existe aussi. Il y a des personnes qui vont faire de la résistance. Vous avez des personnes que vous côtoyez et vous voyez bien qu'elles ne prennent rien, elles font de la résistance. Donc, c'est qu'il y a un début de résilience, mais ce n'est pas encore ça. Il y en a certaines qui font de la désilience, qui repartent négativement. Et enfin, il y a la résilience qui permet vraiment de pouvoir reprendre un bon développement sur de bonnes bases. Et donc, vous, pour travailler cette résilience, c'est cette bulle de l'attachement, de la découverte, de l'investissement dans la personne qui est important de pouvoir développer. Vous voyez par rapport au trauma qui se situe là. La juste proximité ne veut pas dire de faire à la place de la personne, mais bien de faire avec elle, donc de pouvoir dénouer cette grosse pelote de laine remplie de nœuds. Alors parfois, il y a certains nœuds, il faut les couper, hein, voilà, c'est comment on les coupe. Sinon, si on fait à la place de la personne, on risque, comme beaucoup d'entre vous connaissent, de tomber dans ces relations, dans des relations de jeu de pouvoir avec la personne où elle se place en victime et puis nous, on est les méchants travailleurs à certains moments et puis hop, on passe nous-mêmes, ah oui, mais ce travailleur-là, il est mieux parce qu'il a fait ça avec moi et donc on est en sauveur et on est dans ce triangle dramatique du relationnel avec le bénéficiaire. C'est le risque si on fait à la place de la personne. Maintenant, donc, il faut faire avec. Faire avec elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir permettre à la personne de faire les choses par elle-même. C'est lui donner un cadre, c'est lui dire qu'elle est capable de. Elle est capable de faire les choses. Voilà. Nous, on croit en elle, on croit en ses capacités. Et donc, on lui donne un cadre, et donc en lui donnant un cadre, on la protège. Quelque part, c'est une manière de la protéger aussi, de dire, voilà, moi, mon cadre de travail, il est celui-là. Tu es dans un contrat de bail, si elle est déjà locataire ou pas, voilà, tu as un contrat de bail, le cadre, c'est le cadre. Pour pouvoir conserver ton logement, voilà ce que tu dois respecter, mais voilà aussi en tant que bailleur, ce que le bailleur doit respecter. Donc, le cadre, il peut être clair. Même votre carte d'intervention, même si vous n'êtes pas vous-même propriétaire. Et donc, de donner le cadre, ça donne des protections, mais c'est aussi pouvoir permettre à la personne, c'est lui donner des permissions. Et donc, lui donner des permissions, c'est, je ne vais pas faire pour toi, mais tu peux le faire. Donc, moi, je ne te sauverai pas. Je ne viendrai pas à ton secours, mais tu peux faire telle et telle chose. Tout ça va donner de la puissance à la personne et donc va lui redonner de la confiance en elle-même, va lui redonner de l'estime d'elle-même parce qu'elle va faire. Si elle fait, qu'elle voit que ça fonctionne, qu'elle sait que vous êtes là en cas de souci, voilà, il y a un problème, vous êtes là, vous n'êtes pas là pour la rattraper et être le filet de sécurité qui va absolument la retenir, mais il y a un souci, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu as eu ce souci-là? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour que justement ça n'arrive plus? Tout ça va donner une relation avec la personne qui soit une relation saine, qui est une relation saine, et donc va donner envie à un moment donné à la personne, même si elle n'a plus besoin d'accompagnement, ça va donner envie à la personne de revenir vers vous si à un moment donné, dans sa vie, 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 3 mois après, elle a de nouveau besoin de votre soutien. Alors, donc avec Estelle,
ces 3 P, on trouve toujours que c'est intéressant de le donner parce qu'on dit toujours ce qu'il ne faut pas faire. Hein. On vous dit toujours, il ne faut pas être victime, il ne faut pas être persécuteur, il ne faut pas être sauveur. C'est très bien. Avec, au moins, avec les 3 P, vous savez dans quoi vous devez être. Donc, des sécurités, des protections et dans la cour de récré, tu fais ce que tu veux et ça, tu vas gagner en puissance. Mais donc, ça donne de la liberté, de l'autonomie. Mais c'est pas pour ça, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va aider la personne à pouvoir se mettre en mouvement. C'est un des éléments de la motivation. Vous savez que nous, les travailleurs sociaux, j'entends souvent, ici en équipe, on en parle souvent, c'est souvent un sujet, on se dit, oh là là, là, là ils ne sont pas motivés. Hein. Est-ce qu'on a des fois envie de chanter un peu Johnny Hallyday, comme on dit, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, hein, c'est pas toujours gagné cette affaire-là. Donc la question de la motivation, elle revient souvent. Alors il faut savoir aussi que c'est intéressant de se poser la question, mais la notion de motivation, c'est une notion qui est très récente dans le vocabulaire, elle date du XXe siècle. Avant le XXe siècle, on ne se posait pas la question de la motivation. Les choses étaient simples. Vous naissiez dans une caste, vous étiez chevalier, vous défendiez. Vous étiez dans le clergé, vous priez. Et vous étiez paysan, vous travailliez la terre. Et les gens étaient dans leur truc et ils vivaient leur truc. Ils savaient pourquoi ils étaient nés, dans quoi ils étaient. Ils avaient une mission. La société te donnait ça et c'est comme ça que tu fonctionnais. Avec la démocratie, avec le fait aussi de plus en plus d'avoir une société un petit peu plus égalitaire, où tout le monde peut faire un peu à l'américaine ce qu'il a envie s'il y croit très fort. On a même pensé à l'activation dans le travail social, hein, puisque l'activation, c'est aussi, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Oui, bon, enfin ça, c'est quand même poussé dans l'extrême inverse, évidemment, parce qu'on est quand même, malgré tout, toujours quelque part un peu dans la contrainte. On a bien vu notre Premier ministre essayer de nous convaincre que nous étions une équipe de joueurs de foot de 11 millions d'habitants et qu'on allait lutter contre le Covid tous ensemble. Oui, mais ce n'est pas gagné non plus comme ça, la motivation. Ça veut dire que pour la motivation, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est ça qu'on doit tous se rappeler. C'est que oui, la personne, elle doit se bouger, mais comment elle va se bouger, la personne? C'est qu'il y a plusieurs choses pour que la personne soit motivée. Alors, c'est quoi la motivation? Il faut d'abord travailler sur les besoins. Ça veut dire que si la personne, dans les 12 besoins que je vous ai exposés tout à l'heure, elle n'est pas bien, elle est très, très abîmée, elle est en manque de confiance en elle, elle a un manque de sécurité personnelle, elle est vraiment, elle n'a pas conscience, on n'a pas investi en elle, on ne lui a pas fait découvrir des compétences. Eh bien, dans ces 12 besoins, elle est très appauvrie. Ça ne va pas lui donner envie d'aller parce qu'elle n'aura pas la confiance suffisante pour. Quand je parle souvent dans des réunions avec des personnes qui sont en politique et qui me disent « Ah ouais, mais l'accompagnement, c'est de l'assistanat », ça me fait toujours un peu rire parce que c'est l'idée, il faut se baser un peu avec l'oiseau qui doit sortir du nid pour voler. Un enfant, un oiseau dans son nid, à quel moment elle va oser sauter du nid? Ce n'est pas la personne qui a été accompagnée en collet serré qui va avoir peur de sauter du nid. La personne qui a été accompagnée, on était en proximité, qu'on lui a redonné de la sécurité affective, elle va croire en elle, elle va oser sauter du nid. La personne qui est pauvre dans ses besoins, qu'on a fait tout à distance, qu'on ne lui a pas redonné, renourri dans ses besoins-là, elle ne décollera pas du nid. Donc, retrouver le tuteur de résilience, cette proximité qui va permettre à la personne de redécoller, elle est indispensable dans notre accompagnement. Donc, au début, on est scotché. C'est important d'être présent, c'est important de rassurer, c'est important d'être un peu la béquille parce que progressivement, on va pouvoir tirer la béquille, mais on ne peut pas la retirer trop tôt. C'est important d'être en proximité avec la personne. Donc, c'est important de renourrir tous ses besoins. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, elle est de l'autre côté. C'est se fixer un but. Donc, comme on dit, on doit quelque part renourrir les besoins dans le sac à dos. Et de l'autre côté, c'est important, comme Estelle vous montrait tout à l'heure avec le travailleur social qui était à côté de la personne face au chemin, c'est important d'aider la personne à se donner des buts, de se donner un sens, de se donner des envies.
de quoi là tu as envie. Et parfois, les envies, elles sont toutes petites. Il y a des personnes qui vont vous dire, ben, j'aimerais bien juste oser sortir de chez moi. J'aimerais juste avoir un petit peu de confiance en moi. J'aimerais juste pouvoir ne plus avoir des huissiers. J'aimerais juste peut-être d'abord retrouver un toit. J'aimerais juste peut-être ça. J'aimerais juste des petites choses qui sont énormes pour les personnes. Mais en tout cas, redonner un but, un sens au départ de ce que la personne a envie, c'est parfois des toutes petites choses, mais c'est au départ de ces petites choses qu'on va pouvoir se redonner certains objectifs. Et ces objectifs, c'est la personne qui doit vous les donner. Et c'est au départ de ce dont elle parle, elle, qui est important de démarrer, et pas de ce que le travailleur aimerait bien qu'elle puisse avoir envie. Et donc, cette motivation, elle est importante. J'aime beaucoup, il est assez méconnu, je trouve que c'est un peu dommage. Il y a un grand psychiatre qui s'appelle Viktor Frankl, qui est un contemporain de Freud et qui a été dans les camps d'Auschwitz. Il y est resté un sacré bout de temps puisqu'il n'avait pas la chance, il avait la chance d'être juif et donc il s'est retrouvé dans les camps. Ce qu'il a pu remarquer dans les camps, c'est que les personnes qui arrivaient à survivre dans les camps, ce n'étaient pas les personnes qui avaient la meilleure santé. Ce n'étaient pas ceux qui avaient la plus grande compétence physique. Ce n'est pas ceux-là. Il y a des personnes très fragiles qui ont pu survivre dans les camps. Et pourquoi? Ce qu'elles ont pu remarquer, il a pu remarquer, c'est les personnes qui avaient trouvé un sens dans ce qui n'en avait pas du tout. Et donc, et le sens, c'était parfois s'occuper de la bibliothèque pour les personnes qui étaient là. C'était pouvoir s'occuper d'une personne qui était plus fragile que soi. C'était pouvoir arriver à faire sourire des gens que plus rien n'arrivait à les faire sourire. C'était se mettre une conviction que c'était indispensable de retrouver sa famille après. Ces gens-là s'en sont sortis parce qu'ils s'étaient donné un sens, un but. Et donc, à partir de cette expérience très traumatisante et douloureuse, parce que ça a été le seul rescapé de sa famille dans les camps, il a développé ce qu'on appelle la logothérapie, et qui est une thérapie par le sens. Et comment il retravaille ça avec les personnes notamment très déprimées, par exemple. Avec les personnes, il arrive à faire un topo avec la personne des compétences de la personne. Dire, mais en quoi vous êtes compétent? Quelle est votre force? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres? Et quelle est votre plus-value à vous? C'est parfois savoir faire rire des gens. C'est pouvoir apprendre certaines choses, avoir des petites compétences. Je repense par exemple à j'ai pensé à elle tout à l'heure, Estelle, elle va se rappeler de cette locataire. On avait une locataire qui avait pas eu l'école, qui était dans un enseignement spécial, qui avait beaucoup de fragilité au niveau physique. Et dans le bâtiment, elle avait ce rôle-là. C'était une personne qui prenait toujours le temps d'accueillir des gens et qui était très chaleureuse. Et chaque fois qu'on avait un nouveau locataire dans ce bâtiment, on la présentait à la personne. Et la première chose que la personne recevait, c'était une petite décoration pour mettre dans sa maison. Elle avait un logement super surchargé. Et donc, tout le monde héritait d'une petite statuette, d'un petit champ en poil de machin truc. Et elle offrait ça au locataire pour son installation. Et c'était vraiment la petite mascotte, la petite personne qui était dans l'immeuble avec cette vocation-là. Et elle était importante pour l'immeuble. Donc, vous voyez, je dis, c'est par des petites choses que la personne retrouvait un sens dans son existence alors qu'elle n'avait plus de famille. Elle avait redécouvert ce réseau-là. Donc, ça, c'est important. Travailler les besoins, fixer des objectifs, donner du sens. Et alors, le processus, c'est ce que j'ai envie de dire aussi, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, c'est important. J'ai beaucoup de gens qui, dans des animations, disent « Ah, nous, les locataires, ils ne viennent pas » ou « Les gens, ils ne viennent pas ». Et j'ai envie de dire toujours, voilà, ce qui est important aussi, c'est pouvoir faire connecter les gens à une notion qui est importante, c'est le plaisir, le jeu, le plaisir. C'est qu'est-ce que ça coûte dans une réunion collective ou dans un lieu d'accueil de penser la convivialité.
Alors, nous, on fait des journées salopettes très techniques avec nos locataires. On construit des abris pour les poubelles, où on remet en peinture, etc. Mais on ne fera jamais une journée salopette sans un petit barbecue, une auberge espagnole, quelque chose comme ça, qui remet du lien, de la convivialité. On a bien vu comme quoi, combien ces restos, pendant ce Covid, ont été une question vitale pour nous. Les bars et les terrasses et les restos, on n'a jamais, c'est bien que ça a certainement fait rire les gens qui ont connu 40-45, mais nous, c'était quelque chose parce que c'est cette convivialité, ce plaisir de se voir, de se rencontrer, d'avoir un café à échanger qu'on n'a plus pu avoir avec nos collègues, c'est important. Donc ça aussi, c'est un élément très important aussi dans l'intégration, dans l'accueil, de pouvoir toujours penser à ça. Tout ce qui est pénible, difficile et douloureux, ça ne donne envie à personne, hein, ça c'est clair. Donc ça, c'est aussi important dans cette motivation, si on peut réancrer des gens avec cette notion de plaisir, de jeu, de ludique, de convivialité, ça aide vraiment à la motivation. Donc ça, c'est des outils aussi à développer et à réfléchir quand on réfléchit comment aborder les gens et toujours se baser sur les compétences des personnes. On ne construit pas une relation sur les manques, on les construit d'abord sur les compétences qu'on va développer avec les gens. Alors, le but du jeu, c'est ça, quoi. C'est de redonner des ballons, de redonner des ailes aux personnes qu'on l'accompagne pour qu'elles puissent prendre un petit peu de recul par rapport à leur parcours et mieux voir où elles vont aller. Et ça fait partie du processus qu'on va donner. Donc, on renourrit le sac à dos, on montre des perspectives et à partir de là, on peut s'envoler et continuer à avancer. Et donc, voilà, nous, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite tous de pouvoir faire dans votre accompagnement en matière d'habitat. On a survolé en, j'espère, pas trop longtemps. Voilà, on a essayé de faire ça en 1 heure. Des formations que l'on donne dans le cadre du rappel, vous avez vu au début du PowerPoint, on nous a donné les indications. Donc, il y a toutes des formations au niveau de l'accompagnement social, l'accompagnement collectif, l'accompagnement technico-social, par l'appropriation aussi du logement. Voilà, c'est des journées de formation. Ici, c'était un bref petit aperçu pour voir un peu tout. Pour nous aussi, c'est important qu'on retrouve du sens dans notre accompagnement et de voir là où on a un peu de manœuvre pour jouer. Parce que là aussi, dans la relation à l'accompagnement, des fois, on a l'impression de subir les choses. Et donc, c'est important de pouvoir se retrouver un pouvoir d'action avec nos bénéficiaires. Et donc, voilà, tous ces outils-là, c'est bien de s'en rappeler pour se redonner à nous-mêmes aussi du sens et de la motivation pour notre travail au quotidien. Voilà. Voilà. On a voulu laisser du temps pour les questions, les échanges. Alors, je ne sais pas combien on est au bout du bout parce que j'ai vu qu'on a plein de gens qui sont arrivés en cours de route. Nous, de notre côté aussi, en tout cas, on le dit à Laurence, donc on peut tout à fait diffuser le PowerPoint aussi pour ceux qui ont participé, bien entendu. Hein. Okay. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Voilà. Attendez, je vais couper ce machin. Voilà, comme ça, on se retrouve. Voilà. Alors, du coup, moi, j'ai rien vu dans les questions. Alors, en fait, moi, quand j'ai parcouru donc le chat, j'ai vu des retours, en tout cas, mais pas forcément de questions. Bon, on peut tout à fait le faire en live. Hein. Oui. S'il y en a qui ont des envies de partage. Moi, j'aime beaucoup aussi, voilà, nous, on n'est que des travailleurs sociaux. Hein, on n'est pas on n'a pas un doctorat en accompagnement social en matière de logement, ça n'existe pas. On est juste des travailleurs qui avons pris un peu de temps depuis les 20 ans pour moi, 15 ans certainement pour Estelle, à un moment donné, aller chercher des outils, théoriser, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de partager des expériences des uns et des autres. Quoi. Et puis des points de vue. Et des points de vue. N'hésitez pas à lever la main et à partager vos remarques, vos idées. Faites des petits coucous. Alors,
Moi, je veux bien commencer, mais c'est plus une réaction comme ça, un petit peu à chaud. Mais je suis très contente d'entendre parler de tout ce qui concerne la relation d'accompagnement, l'être, tout ça, parce que j'ai l'impression quand même que au niveau social, on n'en parle quand même pas toujours, on n'aborde pas toujours les relations de cet angle-là, et je trouve que ça fait du bien, en tout cas, d'entendre ça. Moi, personnellement, ce que je trouve important, enfin, je ne sais pas pour vous. Bon, moi, déjà, moi, de formation, je ne suis pas du tout travailleuse sociale. Donc, moi, j'ai appris avec Estelle, qui est ma première stagiaire assistante sociale, elle m'a, au travers de notre travail ensemble, d'aller lire beaucoup. Moi, je suis plutôt de formation, je suis prof de français. Vous voyez, je ne suis pas du tout… et donc, c'est à la longue de lire des choses, d'aller faire des formations, de voir sur le terrain. De voir aussi, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui marche pour nous. Et donc, souvent, par exemple, pour la question de la motivation, je me dis, mais moi, qu'est-ce qui me fait bouger, quoi? Moi, voilà, et c'est souvent quand on prend des points de repère un peu personnels, qu'on se dit, voilà, je serai chez moi, il y a un accompagnant qui arrive, mais pourquoi je lui ouvre la porte à celui-là, quoi? Qu'est-ce qui va faire que j'ai envie qu'il rentre dans ma vie, quoi? Anne-Catherine, je vois qu'il y a une question dans le chat, c'est Bonsege qui demande la différence entre résilience et empathie. Résilience et empathie. Résilience et empathie. Empathie, pour moi, c'est ça, c'est la différence, c'est ça? Oui. Voilà. L'empathie, c'est une posture. Donc, je suis empathique. C'est la disposition dans laquelle je me mets par rapport à la personne. Donc, ça veut dire, pour moi, c'est ça. L'empathie, c'est justement ce que j'évoquais voilà, la différence entre l'empathie et la sympathie. Voilà, et c'est la juste distance que je vais avoir justement avec la personne. Pas trop près, sinon je suis dans la sympathie, je suis perdue émotionnellement, et pas trop loin parce que j'en ai rien à foutre et ça ne va pas. Donc, empathie, c'est à juste distance, mais pour moi, qui doit être dans la proximité. Ça, c'est la manière dont je vais me positionner dans la relation. La résilience, ça tient de la personne qui est en face de vous. Vous n'allez pas résilier quelqu'un. Ça n'existe pas. La résilience, c'est la personne elle-même qui va développer cette compétence en elle, qui va être cette compétence de pouvoir passer au-delà du traumatisme et qui, au-delà d'une blessure et d'un traumatisme, d'inceste, de viol, de guerre ou de choses qui ont été vraiment très, très, très blessantes dans ses besoins, va quand même retrouver suffisamment d'énergie de vie pour continuer à avancer. Mais… Quoi? J'aime bien l'image pour définir la résilience de la chaise avec les 4 pieds, il y en a un qui casse. Et donc, c'est comment la personne va faire pour réparer ce 4e pied et continuer à rester stable. Voilà. À garder cette stabilité pour pouvoir rester assis et avancer. Et ce qui est bien dans l'idée, c'est qu'une réparation. On va pas se reconstruire un membre ou un pied. Le traumatisme, il est là. La blessure, elle est là. Hein. C'est pas qu'elle est oubliée, c'est pas qu'on a évacué ça. Hein. C'est qu'elle est bien présente, mais c'est ce que j'en fais. C'est quel est le sens que je donne à ce que j'ai vécu. Est-ce que je reste dans la colère? Est-ce que je reste dans le fait que j'ai été abîmée et traitée comme une sous-merde et que je vais rester dans ce statut-là? Ou je décide que ça fait partie de ma vie, mais ça ne m'empêchera pas d'avancer et ça va me donner une force supplémentaire. Mais pour en arriver là, c'est ça que c'est important de savoir, ça ne se fait pas comme ça. Donc ça, c'est important. Donc, il faut savoir que, et c'est pour ça que, d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de Boris Cyrulnik où on donne de plus en plus des formations à la résilience, tant au niveau de l'aide aux victimes, par exemple, dans la police, que chez les psychologues, que les travailleurs sociaux. C'est que vous, votre travail, c'est amorcer ce travail-là avec la personne. Alors, on amorce les choses comment? C'est que la personne, elle doit se sentir appréciée, nourrie dans ses besoins affectifs, entendue.
respectée, reconnue dans ce qu'elle a souffert et surtout reconnue en tant que victime, d'abord. Elle n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. Elle a subi un traumatisme, c'était dégueulasse, il faut pouvoir lui dire. Et qu'en même temps, elle n'est pas que victime. Ça veut dire qu'elle, de cette souffrance-là, elle peut en tirer du sens. Et c'est elle qui doit redéfinir ce qu'elle a vécu pour en faire une force, en disant, ben, ce que j'ai vécu, ça va me donner une force supplémentaire pour avancer. Et je vais sortir grandi de ça. On a voulu m'abattre, eh ben non, je vais continuer à vivre et retrouver des sources et du sens. Vous voyez l'idée du sens, retrouver du sens de ce que j'ai vécu. On voit très bien avec les gens qui ont connu des attentats, qui se sont retrouvés dans des situations et qui décident, avec un handicap ou quoi, de refaire de la course à pied, de refaire des activités, d'aller dans les écoles pour privilégier la bienveillance. Voilà, ça, c'est transformer cette souffrance en force. C'est ça la résilience. J'espère que je suis claire pour la personne qui a demandé. Je peux intervenir? Bonjour. Bien sûr, hein, qui c'est qui parle? Ah, c'est moi, mais j'ai ma caméra. Ah, voilà, ben voilà. Bonjour. Pascal Stolfi, je travaille à la Société Wallonne du Logement depuis début février. Et avant, j'ai travaillé une vingtaine d'années en CPAS. Donc, je suis assistante sociale de formation. Pour moi, l'empathie, je dirais que c'est plutôt une capacité de se mettre à la place de l'autre. Et donc, se mettre à la place de l'autre, comme vous disiez, avec une posture professionnelle. Et donc, ce n'est pas parce que je suis capable de me mettre à la place de l'autre que je suis forcément d'accord ou pas d'accord. C'est juste, voilà, enfin, moi, je le résume comme ça, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Tandis que la résilience, c'est plutôt une capacité, comme vous dites, hein, à dépasser un événement douloureux, un événement traumatisant, et comme vous disiez, ben voilà, être capable de rebondir, être capable de continuer quand même à avancer dans la vie et d'arriver à faire des choses positives, à être bienveillant. C'est plus une capacité pour moi à dépasser un événement traumatisant, douloureux qu'on a vécu, quoi. Quel qu'il soit, hein, parce que il y a des choses qui peuvent être douloureuses pour quelqu'un et pas pour d'autres. Voilà, c'est plutôt, voilà. Tandis que pour moi, l'empathie, c'est plus une capacité de se mettre à la place de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on est spécialement résilient. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, et la chance qu'il y a, c'est qu'on peut être j'ai souvent des discussions aussi, je trouve que c'est très intéressant, par exemple, d'utiliser dans des collectifs des partages de pairs aidants. Hein. Donc, on a des personnes qui ont souffert des mêmes choses, qui puissent partager l'expérience. Mais la chance du travail social, heureusement pour nous, c'est qu'on n'est pas non plus obligé d'avoir eu tous les traumatismes pour être aidant. Et c'est ça la force de l'empathie, c'est qu'on peut vraiment avoir cette compétence interpersonnelle de comprendre ce que l'autre a vécu et en quoi c'est difficile, et pourtant ne pas l'avoir vécu pour autant, mais de pouvoir vraiment se mettre à la place d'eux, en se disant bien c'est la limite que voilà, mais de garder quand même un petit peu de recul, parce que c'est là-dedans qui nous permet de ne pas être totalement envahi par les émotions et de pleurer avec. On pleure peut-être un moment, on comprend, on est vraiment dans cette souffrance-là, mais après, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? On décide de faire quoi à partir de là? Et c'est vrai que quand on voit les histoires des locataires, enfin, chez nous, c'est quand même des parcours quand même bien lourds. Merci Anne-Catherine. Isabelle a levé la main depuis un petit moment. Il faut réactiver ton micro. Et on a 2 pages. Je vais aller voir de l'autre côté parce que c'est vrai que je n'ai pas vu qu'il y avait 2 écrans. Voilà. Je vais dans le même sens que TST, le voisin initial. C'est vraiment par rapport à l'empathie. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'était exactement la même chose que je voulais dire à ce niveau-là. Mais je voudrais rebondir par rapport aux compétences, parce que quand on est en entretien avec une personne et que finalement, au niveau des compétences, elle ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire compétences. Et quand on rentre plus dans le vif du sujet, on se rend compte que finalement, les qualités, les valeurs, non, mais moi, je n'ai pas de qualité ou bien je ne sais pas. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle puisse
comment je vais dire, connaître ou reconnaître ses qualités en tant que telles, hein, qu'elle puisse justement y croire et y travailler pour arriver à ces petits objectifs qu'elle aurait mis de manière prioritaire, quitte à revenir après sur une chose ou l'autre, mais se dire, je suis capable finalement de faire quelque chose. Mais combien de personnes ne se reconnaissent plus des qualités? Vous avez quand même vécu à un moment donné des choses où vous vous êtes senti bonne, où vous avez réussi des choses, et finalement vous vous êtes senti valorisé, et quand la personne dit, ah ben, je me souviens, ça date de si longtemps. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur les qualités, parce que c'est important au niveau de la personne, en tout cas, se retrouver soi-même au travers de ses qualités. Sinon, ça ne donne pas beaucoup de sens. Et elle retrouve le sens et elle peut alors être amenée à se redécouvrir dans ses objectifs, les uns après les autres. Donc ça je rebondissais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Tout à fait. Voilà. Et féliciter la personne. Parce que quand elle réussit des choses, la féliciter et la déculpabiliser aussi si jamais elle a échoué dans une certaine chose, c'est pas grave. Elle n'a pas réussi, il faut passer à autre chose. Hein. Trouver un petit peu notre truc, vous y arriverez de toute façon à un moment donné. C'est pas grave, on est tous passés par des moments d'échec, on rebondit tous, quoi. Hein. Donc, c'est redonner courage quelque part à la personne, c'est voilà, trouver elle mettre des solutions, ça passe par là aussi. Hein, pour moi, je pense que c'est super important. Et par rapport à ce que tu dis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est ce qui est important, c'est l'être. Donc, je veux dire, c'est important de dire aussi que nous, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Enfin, tout à l'heure, vous avez bien vu au niveau de mes compétences techniques, et je le dis, moi, quand on fait des trucs salopettes, que je suis nulle en technique. Je suis la big boss du machin, mais je ne sais quand même pas le faire. Et parfois, demander de l'aide même. Enfin, moi, je me rappelle que j'étais dans un bâtiment et j'ai un locataire qui m'interpelle sur un GSM. J'ai dit, attends, moi, je n'en touche pas une. Et j'ai dit, mais viens, parce que celui du deuxième étage, je sais qu'il sait faire. Et donc, j'ai pris le premier, j'étais au deuxième étage. Et j'ai dit, je sais que toi, tu sais bien chipoter au GSM. Tu veux bien lui montrer? Parce que moi, je ne sais pas. Et la personne a dit, oui, oui, je veux bien. Et c'est elle qui lui a montré, etc. Mais il était tout content. Mais voilà, c'est démultiplier aussi les possibilités de montrer qu'il n'y a pas de honte, que nous, travailleurs sociaux, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. On n'est pas autonome dans tout. Je dis toujours, je ne sais pas changer une roue. Voilà, je suis nulle dans des trucs. Il y a des trucs que je fais bien, il y a des trucs que je ne fais pas bien. Et quand je ne sais pas, l'important, c'est de trouver des personnes autour de soi qui savent le faire. C'est ça, travailler avec son réseau et demander de l'aide. Et il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Et démultiplier aussi les situations où on peut avoir des expériences positives. Donc, voilà, ça, c'est chouette aussi au travers d'activités qu'on mène avec les locataires, que ce soit dans son déménagement, que ce soit dans les démarches qu'il peut réaliser. Voilà, et dire, ah, ben donc ça, tu sais faire, ah, ça t'a déjà fait, ah, ben super, voilà. Et peu à peu, d'acter aussi, étape par étape, les choses qu'il sait faire. Comme Estelle disait tout à l'heure, c'est bien dans les bilans de montrer le chemin accompli. Sinon, on a toujours l'impression qu'on ne voit que ce qu'il y a encore à faire. Oui, mais il faut aussi de moments acter tout ce qu'on a déjà fait. Parce qu'il y a des moments, c'est vrai qu'on peut être découragé. Hein, et donc, ça, c'est aussi important. Et donc, démultiplier ces moments-là, on est en train de renourrir les besoins peu à peu de la personne. On ne fait rien d'autre qu'acter, hein, parfois. Oui, puis le fait de faire des bilans permet de montrer tout ce qui est positif. Parce que les gens ont tendance à voir tout le temps le négatif. Et donc, voilà, oui, je fais ça, mais ça, à retenir tout ce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre et oublient quelque part de tout ce qu'ils ont réussi à faire. Et le fait de le mettre sur papier, ben, certains, ils se disent, ah ouais, quand même, voilà, je ne m'en étais pas rendu compte avant même de faire cet exercice ensemble, quoi. Et mettre notre ego de côté. Je crois que c'est vraiment une chose super importante. Comme ça, la personne ne se sent pas déjà infériorisée, a envie de reprendre confiance en elle. Et on n'est pas un peu le petit professeur en train d'expliquer les situations. On n'est pas là pour faire ça, mais finalement, la personne va trouver elle-même et va encore croire en elle. C'est au fond de nous-mêmes, on ne se montre pas. On n'est pas là pour. On est là pour assister, accompagner, aider. Voilà, c'est tout.
le mieux possible. Et c'est très chouette ce que tu dis avec l'ego. Je trouve ça tout à fait chouette. Parce qu'en fait, si on est travailleurs sociaux, c'est parce qu'on se prend pour Superman. Il faut que de temps en temps se le rappeler. Parce qu'on a quand même tous une cape, quoi. Bon, elle est cachée les 3 quarts du temps, mais il y a quand même un côté comme ça un peu sauveur qui est normal. Parce que voilà, ça fait partie de notre résilience à nous. Aussi, d'être travailleur social. Il ne faut quand même pas être normal pour faire le boulot qu'on fait. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait juste de se retrouver dans cette posture-là. Donc, il faut le savoir. Et donc, on a un côté égo aussi comme ça. Et donc, c'est important de pouvoir dire à l'autre, ben oui, moi, je me sens tellement chouette que je pense que je vais pouvoir t'aider, te sauver. Non, je me rends compte aussi que, ben non, il y a plein de choses que je n'ai quand même pas fait et je m'en suis rendu compte. Et voilà, et c'est chouette. Et toi-même, tu peux être aidant. Il ne faut pas être travailleur social pour aider. Toi-même, tu peux aider l'autre dans ton bâtiment, tu peux aider ton voisin, voilà. C'est super important de pouvoir leur montrer ça parce que c'est très, très thérapeutique d'aider. Il faut le savoir. Le bénévolat, par exemple, nous, on en a fait un boulot carrément, mais le bénévolat, c'est quelque chose de très, très bien pour nourrir ses blessures à soi. On sent qu'on est utile, on redonne du sens à nos vies, quoi. Donc, il y a quelque chose de très soignant. Il y a plein de mains. Super. Oui, il y a 3 mains et encore, il y a une question dans le chat. Je vais donner la parole à Jamie, qui avait levé la main en première. Tu dois remettre. Ok. Merci Laurent de me passer la parole. Donc, je remercie vraiment Madame Rizzo et Madame Richer pour leur présentation, mais je tiens quand même à partager une petite frustration par rapport à notre travail de terrain, c'est-à-dire que nous qui travaillons dans le secteur social, on a beau être très motivé, on a beau avoir envie vraiment d'aider, d'aller jusqu'au bout, d'accompagner ces gens, mais on reste quand même limité par le cadre institutionnel dans lequel on travaille. Par exemple, moi, je travaille dans le secteur social d'insertion par le logement. On est subsidié pour travailler que la question du logement, alors que les personnes qui ont cette problématique de logement, elles ont d'autres problématiques connexes. On ne peut pas aller plus loin. Moi, je ne peux pas commencer à voir un peu qu'est-ce qui cloche par rapport à l'état matrimonial de la personne ou par rapport à, je ne sais pas, gérer les problèmes de planning familial. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut pas faire. Donc, ça peut être très frustrant parce qu'on est obligé parfois d'orienter discrètement la personne vers un autre service et qu'on pense qu'il pourrait l'aider, mais avec vraiment des limites parce qu'on a peur aussi d'être intrusive dans la vie personnelle de la personne, par exemple dans la problématique qui sort de la problématique du logement. Donc ça, c'est une frustration, mais on fait avec. C'est pas qu'on n'a pas envie d'aider la personne. J'ai beaucoup aimé votre représentation de trucs de 360 degrés. Ça, je crois, c'est très important, mais malheureusement, on ne sait pas toujours le faire. Et là, je fais appel vraiment à nos pouvoirs subsidiants, s'ils pouvaient, parce qu'ils nous mettent dans des cases, donc, et on a des moyens très limités pour pouvoir faire tout le travail. Du coup, on oriente une personne vers un autre service. Parfois, les gens, ils sont perdus, parce que les services sont un peu saucissonnés, dispatchés à gauche, à droite. Et parfois, ça devient un frein pour pouvoir trouver une solution définitive ou complète par rapport à la problématique que la personne fait. C'est juste ça que je voulais partager. Merci. Merci, Jamie. Merci, Jamie. Après, si je peux me permettre, quand on parle d'accompagnement 360 degrés, c'est d'avoir une vision globale. Une vision globale ne veut pas dire qu'on fait tout. Enfin, nous-mêmes, on ne fait pas tout, on ne travaille pas sur tout. Tout ce qui est gestion budgétaire, médiation de dette, tout ce qui est planning, tout ce qui est thérapie, on ne le fait pas nous-mêmes.
L'important, c'est de connaître le réseau avec lequel on travaille, de connaître ses partenaires et pas juste le service, mais les travailleurs qui y travaillent, de savoir que telle personne, tel travailleur a plutôt telle personnalité et donc ça va plus matcher avec un qu'avec l'autre. Pour moi, c'est ça le travail 360. C'est aussi de pouvoir connaître l'ensemble de son propre réseau pour pouvoir orienter au mieux la personne vers les bonnes personnes qui vont être les plus aidantes dans sa situation. Ça ne veut pas dire qu'on connaît toujours tout le monde et tout et qu'on ne se plante jamais, non. Enfin, voilà, ça arrive aussi. Mais après, on peut être la personne de confiance à qui la personne va, l'accompagner va livrer le problème. Mais ce n'est pas pour ça que c'est nous qui allons résoudre le problème. Et ça, je pense que c'est important que la personne soit bien au clair aussi avec ça. C'est de dire que, mais voilà, je ne sais pas tout faire et je ne peux pas. Enfin, voilà, si moi j'accompagne la personne pour tout et que demain il m'arrive quelque chose, elle fait quoi la personne? Enfin, c'est aussi ça. Au niveau affectif, c'est aussi dangereux d'aller accompagner totalement la personne sur tout. Enfin, moi, j'ai eu la situation où j'ai accompagné une dame qui était dans le logement social. C'était son assistante sociale du CPS qui faisait tout. Elle faisait tout avec elle. Mais quand je dis tout, c'est tout. Donc, toutes les démarches étaient faites avec elle. C'était une jeune dame. Cette travailleuse s'est suicidée. C'est malheureux, hein, mais elle s'est suicidée. La locataire ne savait plus, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait plus où aller. Eh bien, elle n'a plus rien fait. C'est simple, pendant 4 ans, elle n'a plus fait aucune démarche de rien. Donc, elle s'est retrouvée avec une quantité de dettes incroyable. Elle était déjà psychologiquement fragile, mais ça l'a fragilisée encore plus. Et donc, au niveau logement, ça s'est ressenti. Nous, on est arrivés parce qu'il fallait faire vraiment des travaux dans le logement. Et donc, on devait intervenir pour essayer d'accompagner la personne pour que son logement soit en état pour pouvoir effectuer les travaux. Mais donc, on est arrivé à un moment donné où… Et en fait, le problème, c'était que c'était une unique travailleuse qui, justement, faisait tout. Et que cette travailleuse, du jour au lendemain, elle n'était plus là. La personne s'est sentie abandonnée, clairement. Ça a été un abandon supplémentaire à son parcours de vie. Donc, voilà, il faut faire attention, c'est dangereux. C'est même dangereux d'accompagner totalement la personne. Et c'est être justement dans cette position de sauveur et de Superman et allons-y, moi je peux tout faire. Non. Mais voilà, c'est accompagné vers les services. Ça, c'est important. Ce que Ethel dit, c'est ça, c'est je connais quelqu'un qui, pour ton budget, je sais comment elle fonctionne et je vais te donner son nom et tu iras. Et je passe le relais. Parce que c'est vrai, comme tu dis très bien, on se perd vite dans les services. Et donc, c'est créer vraiment cette toile d'araignée de travailleurs sociaux de terrain et de confiance, de relais qui démultiplie et crée une toile d'araignée de réseautage auprès de la personne. Et ça, c'est important. Et ça, c'est le travail d'accompagnant, c'est de pouvoir passer le relais, mais jusqu'au bout d'une personne avec qui on a un lien privilégié, qu'on sait comment elle travaille et une équipe avec qui on travaille et on passe le relais. Ça, c'est fort important. Et alors, juste une petite chose aussi, il faut savoir, je suis tout à fait d'accord, hein, Jamie, avec les limites institutionnelles, mais moi, je suis régulièrement au cabinet du logement. Et donc, on a été rouspétés, on a été râlés, et donc, en 2020, on a été refinancé. Et donc, on a été refinancé à la hauteur de notre accompagnement collet serré. C'est des batailles de plusieurs années, mais je pense de plus en plus qu'ils se rendent au niveau politique aussi conscients que le logement, c'est la pierre angulaire de beaucoup, beaucoup de secteurs et que cet accompagnement en dispatching, en coordination, en travail 360 degrés, il est important si on ne veut pas refaire toujours le même travail partout. Au départ du logement, on s'est énormément dispatché et créé ce réseautage qui est fort important pour la personne à long terme. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de plus en plus de l'accompagnement social. Ça apparaît dans les codes du logement. Il y a une reconnaissance de ce travail-là. Et donc, il faut batailler pour ça aussi. Quand on parlait du 360 degrés, ce n'est pas juste nous. Hein. Il faut aller voir en haut ce qui se passe, hein, au pôle Nord, là. Et il faut aller le rouspéter en disant que ça ne va pas, hein, que notre boulot, il vaut la peine. Et en période avec le Covid, ce qui s'est passé, heureusement que les services logement
était là de proximité pour pallier au manque de beaucoup de services qui avaient des portes fermées. Donc, c'était important aussi en mode de filet de sécurité. Et donc, il faut faire reconnaître ce travail-là. C'est important et il faut le dire, il faut se montrer. Voilà. Par rapport à ça, il y a une petite remarque de Caroline dans le chat qui dit qu'à Bruxelles, le secteur AIPL n'est même plus agréé ou financé à l'heure de maintenant, même si on aura bientôt des nouvelles, mais pour l'instant, il n'est plus agréé. Eh bien, vous dites que franchement, le mini-Soilon, il est plus sympa. Hein. Voilà. Mais je pense qu'il faut batailler sur ces trucs-là, il faut se regrouper. Nous, on est en fédération, on est de plus en plus en train de revendiquer notre spécificité. Et je pense que c'est important de se grouper et de défendre ce travail-là. Pour Bruxelles, qui est quand même à la page pour tout ce qui est Community Land Trust et pour plein de choses, c'est quand même dommage qu'ils perdent des grades. Hein. Vous pouvez aller voir notre agrément APL. Hein. Merci Anne-Catherine. Il y a une question dans le chat, et puis après il y a encore 2 mains levées. J'espère qu'on aura le temps de répondre à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le profil public que vous recevez, les conditions pour être accompagné s'il y en a? Est-ce que vous travaillez en partenariat avec des associations à Bruxelles? Alors, au niveau du public, il est quand même relativement large, avec une priorité quand même pour les personnes qui ont des bas revenus. J'aime pas la dénomination revenu précaire, donc j'aime mieux le bas revenu. Donc voilà. En tout cas, qui n'ont pas une capacité financière énorme, parce que on peut très bien ne pas avoir un revenu précaire et malgré tout avoir besoin d'un accompagnement en logement. Donc voilà. Alors chez nous, toute personne rencontrant une problématique logement peut s'adresser à nous. Donc ça de manière globale, générale, qu'on soit propriétaire, qu'on soit locataire, qu'on soit en maison d'accueil, toute personne majeure peut demander un accompagnement et en tout cas demander des orientations et peut avoir des questions au logement auxquelles on essaiera de répondre au mieux. Après, pour être locataire chez nous, oui, il y a quand même des critères. Il y a des critères qui sont l'état de précarité, l'état du logement, donc est-ce que la personne est sans abri ou mal logée, ou dans une situation de logement qui ne lui permet pas de s'émanciper. Donc, on travaille aussi avec des publics qui subissent, des femmes subissant des violences conjugales ou familiales, avec des jeunes qui font on fait de la mise en autonomie mais pour les plus de 18 ans, pas les mineurs. Et après, voilà, est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement? Ça dépendra un peu de la relation. Et est-ce que c'est nous qui allons juger? Est-ce qu'on est le service le plus compétent ou pas pour pouvoir accompagner la personne? Alors, au niveau du travail en réseau, on peut travailler avec toute la Belgique. Tant qu'on parle français, nous, voilà, je pense qu'après, on n'ira pas faire de l'accompagnement sur Bruxelles, mais on a déjà travaillé, on est allé plusieurs fois voir, par exemple, le CEMO ou d'autres associations comme l'ILO, voilà, où il y a des partenariats ou des personnes qui arrivent de Bruxelles vers Charleroi et où donc il faut faire un peu la transition, ou à l'inverse, des personnes de Charleroi qui vont vivre sur Bruxelles et où on doit faire aussi la transition. Donc, voilà, là, c'est plus momentané, j'ai envie de dire, mais on travaille en partenariat avec tout le monde. Oui, tout à fait. On a des personnes, on a des maisons d'accueil qui travaillent avec nous. Par malheur, j'ai un mari qui est éducateur sur Bruxelles en maison d'accueil. Je vous prie de croire qu'il connaît notre numéro de téléphone. Donc, les centres de cure aussi pour les personnes toxicomanes. Voilà, donc on a le groupe d'épargne, on a le CIRE qui travaille aussi avec nous, parce que dans les groupes d'achat, on a beaucoup de gens qui achètent aussi dans notre région, donc on les aide là-dedans. On est beaucoup en contact avec le CLTB, le Community Land Trust de Bruxelles. Donc voilà, donc oui, donc on a quand même quelques contacts et tout. Et donc, s'il y a des moments, des ponts à faire et des liens à faire entre Bruxelles et la Wallonie, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Christina. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation.
Je voulais juste rebondir, enfin plutôt partager une expérience que moi j'ai eu la chance de vivre au tout début de ma carrière chez Habitat Innovation. C'est ce qu'on appelle les experts du vécu. En fait, c'est des gens qui témoignent, donc des gens qui ont eu un parcours chaotique et qui s'en sont sortis et qui témoignent voilà, de leur parcours. Et justement, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'ils avaient expliqué ce principe de, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a regardé de manière différente, qui a cru en moi et ça a été un déclencheur. Donc voilà, je trouvais que c'était quelque chose qui est important pour continuer à trouver parfois la motivation au quotidien parce qu'on a l'impression qu'il y a des cas désespérés ou perdus, mais que c'est vrai que c'est tout un cheminement. Mais je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que je voulais juste partager. Je ne sais pas si les autres connaissent, s'il y en a d'autres qui ont suivi comme moi. Mais, les experts du vécu sont beaucoup, par exemple, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté a beaucoup d'experts du vécu aussi qu'on peut consulter, qu'on peut interpeller. La paire aidance, comme on appelle, donc c'est vraiment ces pairs qui aident, qui accompagnent ce fonctionnement-là aussi très, très intéressant. Et donc, c'est vrai aussi que c'est important pour eux aussi de témoigner. Et alors, juste aussi pour préciser, parce que je ne voudrais pas qu'on croie qu'on vit à reloger à Bisnounoursville. Hein, c'est pas… moi, parce qu'il ne faudrait pas sombrer là-dedans. Hein, il y a des jours où j'ai envie d'étrangler des locataires, je vous rassure. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout dans le processus est intéressant. Ça veut dire que nous, il y a eu des résiliences avec des gens qu'on a expulsés. Je veux dire, le cadre, tout à l'heure, dans ce que Estelle vous disait, avec la protection et la permission, nous, il y a des locataires, on est arrivé à l'expulsion, alors qu'on avait eu tout un accompagnement chouette qui ont complètement lâché la prise. Et une fois expulsés, ils ont repris contact avec nous en disant j'ai dû aller jusqu'au bout de ma connerie, quoi. Hein. Donc, j'ai dû aller jusqu'à l'expulsion. J'ai dû me prendre la porte dans la figure. Et c'est après qu'ils se sont dit, ah ouais, t'avais raison. Comme si, je sais pas, ils attendaient que l'histoire… La folie, c'est croire toujours de faire les mêmes choses avec des résultats différents. Hein. Et donc, oui, à un moment donné, si tu pousses le bouchon, à un moment donné, ou tu tires sur la corde, ça casse. Et donc, c'est pouvoir quand même dans l'accompagnement social. Donc, c'est pour ça que c'est important dans les équipes d'avoir les méchants en équipe et les gentils. Les méchants qui gardent le cadre, qui vont jusqu'au bout du processus, et les gentils qui peuvent, au-delà de tout ce processus, continuer à être gentils et à pouvoir accompagner, être dans l'empathie, malgré l'expulsion, parce que le travail social, ça continue jusqu'au bout, parce que parfois, le franc tombe alors que la personne n'est plus dans votre logement. Et donc, parce que, voilà, la vie, c'est pas je me casse la figure, ah, j'ai compris, tout de suite. Tout de suite, j'ai compris que j'avais fait une bêtise. Non, parfois, il faut se la prendre plusieurs fois dans la figure. C'est un processus. Et le but du jeu, c'est que nous, on est dans le processus. Alors, on est des fois dans le bout du processus, on est dans la résilience. Et parfois, il faut encore que la personne se prenne quelques portes. Mais on fait partie, en tout cas, il faut laisser des petits cailloux, quoi. Il faut faire petit pousset. Ok, merci beaucoup. Et encore une main levée, Dalila. Oui, bonjour tout le monde. Je me présente d'abord. Je suis une travailleuse sociale à l'ASBL convivial. En fait, d'abord, avant de commencer, je remercie les dames qui avaient l'amabilité de nous présenter cette chouette conférence. Ce que je veux dire, c'est une simple chose, c'est que vous avez dit, ça rejoint tout à fait ce qu'on fait, nous, comme travail, dans notre ASBL. Et ce que je veux dire, le travail social n'est pas du tout très facile. C'est quelque chose, qui demande qu'on ait d'abord cette sensation de pouvoir aider, de pouvoir donner un coup de main, quoique simple, parce que ça peut avoir quand même un sens. Ce que je veux dire aussi, c'est d'avoir ce pouvoir d'aider les gens à acquérir une certaine stabilité psychique avant d'être, matériel ou physique, parce qu'il ne s'agit pas juste de l'habitat. Ça, c'est devenu vraiment, l'habitat est devenu une question, primordiale dans l'époque où on est actuellement, mais l'aider plutôt, à réaliser une stabilité
psychique, une stabilité, comment dire, une tranquillité, une sensation qu'on est à l'aise. Je ne sais pas si je suis claire. Et donc, comment dire, oui, oui. Et donc, le travail social, ce n'est pas du tout quelque chose, comment dire, facile. Ce n'est pas très difficile, il suffit, comment dire, aussi d'avoir cette sensation. Il y a aussi, comment dire, le fait que malgré, comment dire, cet horizon, il y a toujours des limites. Donc, il y a des fois où on est, comment dire, obligé d'orienter les gens vers d'autres structures spécialisées. Par exemple, il y a des limites là où on ne peut rien faire. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est vulnérable de point de vue qu'il a, comment dire, des tentations de suicide, je ne sais pas, des choses psychiques. Donc là, vraiment, il faut, comment dire, orienter vers des structures plus spécialisées, comment dire. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, il y a trop de choses à dire là-dedans. Comment dire, c'est chouette comme travail. De point de vue personnel, moi, je le vois comme ça. C'est le pouvoir d'aider des gens vulnérables, comment dire, à acquérir cette stabilité, à acquérir, pourquoi pas, une autonomie. Donc, le travail social, c'est aussi d'aider les gens à acquérir cette comment dire, expérience d'autonomie, de savoir gérer eux-mêmes, comment dire, leur vie. Peut-être il y a une époque où c'était, comment dire, vulnérable et tout ça, mais comment dire, la tâche du travailleur social, c'est d'accompagner la personne à acquérir cette autonomie et de pouvoir, comment dire, gérer sa vie lui-même d'une manière, comment dire, positive. Et donc, je vous remercie encore une fois. Et c'est très intéressant vraiment ce que vous avez dit. Donc, c'est très enrichissant, c'est très intéressant. Merci encore une fois. C'est ce que je veux dire. Merci à toi pour ce partage, parce que voilà, ça fait du bien de temps en temps de rencontrer des gens qui sont dans la même aventure ou dans le même bateau, j'ai envie de dire. C'est ça. Effectivement. Est-ce qu'il y a encore des questions, des réflexions, des remarques? Non? Je vous remercie déjà Anne-Catherine et Estelle. Et je vais laisser le mot de la fin à Florence. Alors, le mot de la fin, c'est un petit mot festif puisque c'est pour vous dire que demain, il y a un drink à la fonderie donc pour clôturer le festival Habit Tools. Et donc, en fait, ce sera de 15h30 à 17h. Par contre, il n'y aura que 50 personnes qui seront admises. Donc, ça, c'est le côté un peu plus... bon, voilà. Mais en tout cas, il y aura moyen de se rencontrer demain. Voilà. Bon, ben nous, on est à Charleroi, alors on vous laissera aller. Hein. Oui, mais c'est que partie remise. La prochaine fois. Oui, on espère bientôt se revoir vraiment dans une grande salle, tous ensemble. C'est quand même. Mais bon, merci en tout cas au Zoom et tout ça, parce que même si c'est pas top, hein, ça nous a quand même vachement aidé en cette période de pouvoir quand même continuer à se rencontrer, à partager, à se former, à s'informer. Alors oui, c'est pas le présentiel, mais on va pas bouder son plaisir de quand même pouvoir continuer à se voir et à travailler ensemble et à partager ça. Et c'est très chouette en plus de travailler sur la zone Bruxelles-Wallonie. Je trouve qu'on a vraiment des choses à s'apporter mutuellement et des choses à se piquer gentiment les uns les autres, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Bonne journée. Au revoir, bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Merci. Elle se marre bien, hein, Laurence. C'est bon, j'ai enlevé. Elle a dit, elle a fait, ah, elle se marre bien. Si, on t'a entendu, c'est passé chez elle. Hein. Ah, ok, ouais, je sais, elle a fait ça, elle a dit, elle se marre bien. J'ai entendu, moi, c'est qu'elle a entendu. Ouais, c'est pas grave, elle doit se marrer. Elle se marre bien. Tu veux qu'on t'envoie le PowerPoint, comment, Laurence? Oui, je veux bien. Je l'ai là, je vais te l'envoyer tout de suite, comme ça tu l'as peut-être pour les participants, c'est chouette.
qu'ils aient le support. Hein. Oui, je vais Donc, mettre. comme ça. Ça va? Ok, ça va, merci. Bah, c'était chouette. Hein. Oui, c'était chouette. C'était sympa. Tout à fait. Voilà, impeccable. Tant mieux. Je vais mettre ça. Voilà. Bah, merci Tant beaucoup. mieux, En tant tout cas. Bah, de rien, Ouais, avec il y avait pas trop de plaisir. monde, hein. Pardon? Il n'y avait pas trop de monde pour. Voilà, c'était bien. Il y avait trop. C'était bien. Et, bon, il y avait quand même Une quarantaine. Hein. une quarantaine de Bien, mais personnes. Hein. c'est pas trop non plus. Quoi. C'est chouette parce que du coup, ça veut dire aussi que ça permet d'échanger sur. De faire ce temps d'échange que 70. Enfin, voilà. Mais là, et les gens ont pris la parole. Donc, ça, c'est chouette. Oui. Donc, c'est super. OK. Eh bien, tant mieux. Merci À une beaucoup. prochaine en vrai, j'espère. Bah oui, avec plaisir. Salut à Laurence. Au revoir. Salut.